Il est 19 h sur Al24 News, bienvenue et voici les titres de cette édition. Missionné par le président Abdelmajid Tebboune, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf en visite de travail en République islamique d'Iran. Et une nouvelle journée meurtrière en Palestine, 3 martyrs tombent à Ramallah et à Naplouse, tandis qu'Al-Quds est l'objet d'une nouvelle incursion sioniste. En déplacement en Slovaquie et en Turquie, et à quelques jours du sommet de Vilnius en Lituanie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky tente de mettre un dernier coup de pression sur ses alliés. Washington et Pékin au cœur d'une guerre technologique sans merci. Les semi-conducteurs de toute petite puce, ultime pomme de discorde entre la Chine et les États-Unis. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, est arrivé cet après-midi à la capitale iranienne, Téhéran. Ahmed Attaf a été chargé par le président algérien Abdelmajid Tebboune d'entamer une visite de travail en République islamique d'Iran. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des orientations des deux présidents Abdelmajid Tebboune et son frère Ibrahim Raïssi, qui sont animés par une volonté commune de renforcer la coopération bilatérale et consacrer les voies de dialogue et de concertation politique sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Au cours de cette visite, le ministre algérien des Affaires étrangères rencontrera son homologue iranien Hossein Amir Abdelhayan. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a décidé d'accorder une enveloppe de 30 millions de dollars afin d'aider la Palestine à reconstruire le camp de réfugiés de Jenin, et ce à la suite de l'agression barbare menée par les forces sionistes en Cisjordanie et qui a fait plusieurs victimes parmi les frères palestiniens isolés, ainsi que des dégâts matériels considérables au niveau des infrastructures. L'Algérie réaffirme ainsi une nouvelle fois son indéfectible solidarité avec le peuple palestinien qui demeure sous le joug du colonialisme sioniste, tout en exigeant qu'ils puissent accéder à ses droits nationaux légitimes et inaliénables, et à leur tête la proclamation d'un État indépendant avec Al-Quds comme capitale. Et dans la foulée de cette décision, le président palestinien Mahmoud Abbas a exprimé ses remerciements à son homologue algérien Abdelmajid Tebboune pour avoir décidé d'allouer une aide financière urgente afin de contribuer à la reconstruction de la ville et du camp de Jenin. Les forces sionistes qui réitèrent leur provocation, ils ont opéré ce vendredi une énième incursion au niveau de la mosquée Al-Aqsa en violant une nouvelle fois le statu quo d'Al-Aqsa où ils ont arrêté un jeune Palestinien. Et cette barbarie qui ne cesse d'ôter la vie des Palestiniens. 3 nouveaux martyrs sont tombés ce vendredi en Palestine. Il s'agit en l'occurrence de Mohamed Makboul et Mohamed Shahin, respectivement âgés de 32 ans et 34 ans. Ils ont été abattus après que les soldats d'occupation ont pris d'assaut les quartiers de Habala et de Fakous dans la vieille ville de Naplouse. Le 3e martyr, il s'agit de Abdeljawad Hamdan, âgé de 24 ans, a quant à lui succombé à ses blessures un peu plus tard dans la journée à Ramallah après avoir été la cible des balles sionistes dans un village connu sous le nom de Ras en Palestine. Dossier palestinien toujours, le bureau du Parlement tunisien a appelé à soutenir les démarches entreprises par les Palestiniens en vue de juger l'entité sioniste pour crimes contre l'humanité au regard des exactions commises contre le peuple palestinien en violation flagrante des conventions et normes internationales. Le Parlement a dénoncé un crime odieux commis par les forces d'occupation dans le camp des réfugiés de Jenin qui n'a pas épargné les équipes médicales sur place, faisant plusieurs martyrs et plusieurs blessés.
Et la Cour pénale internationale a affirmé qu'elle surveillait en permanence la situation dans les territoires palestiniens occupés après l'agression sioniste contre la ville de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie, ce qui a coûté la vie à 13 Palestiniens, dont des enfants. La CPI a ouvert une enquête officielle en 2021 sur les crimes des forces sionistes dans les territoires palestiniens occupés. Lundi dernier, les forces sionistes avaient, pour rappel, agressé le camp de Jenin par une attaque meurtrière impliquant des centaines de soldats et des raids aériens et terrestres, une campagne qui a causé le déplacement de pas mal de 3000 habitants palestiniens. Dans ce contexte d'escalade contre un camp de réfugiés, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fermement condamné la violence des forces d'occupation sionistes à Jenin, en Cisjordanie, les appelant à respecter le droit international. « Je condamne fermement », a-t-il déclaré au cours d'un point de presse au siège de l'ONU à New York. Je condamne fermement tous les actes de violence contre les civils, y compris les actes de terreur, les frappes aériennes et les opérations terrestres d'Israël dans un camp de réfugiés bondés ont représenté la pire violence en Cisjordanie depuis des années, avec des conséquences importantes sur les civils, dont plus d'une centaine ont été blessés et des milliers contraints de fuir. Direction l'Azerbaïdjan, qui a connu la réunion du mouvement des non-alignés tenu à Bakou, qui a connu un débat âpre autour de la question du Sahara occidental, durant lequel l'ambassadeur de l'Algérie et son représentant permanent auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a répondu avec fermeté en avançant des preuves accablantes contre les allégations du représentant marocain Omar Hilal, qui a tenté à travers son discours de s'en prendre à l'Algérie. Ammar Benjama n'a pas manqué par ailleurs de rappeler le soutien du mouvement des non-alignés aux causes justes et plus particulièrement la cause palestinienne et la cause sahraoui. Nous vous le disions en titre, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré jeudi avoir discuté de la reprise des relations diplomatiques avec le ministre soudanais des Affaires étrangères par intérim, Ali Al-Sadiq, lors de la première réunion entre les chefs de diplomatie des deux pays depuis la rupture des relations diplomatiques entre les deux parties en 2016. La rencontre a eu lieu en marge de la réunion ministérielle du Bureau de coordination du mouvement des non-alignés qui s'est tenue à Bakou, en Azerbaïdjan. Direction le Liban, les forces de l'entité sioniste ont tiré vendredi une quinzaine de projectiles de 155 mm vers le Liban après la chute d'au moins un obus de mortier dans la région de Kafar Shouba, limitrophe du Golan syrien, occupé et annexé par l'entité sioniste. Les obus des forces occupantes sont tombés dans des vallons à 3 km des zones habitées dans cette région d'une quarantaine de kilomètres carrés occupée par l'armée sioniste et revendiquée par le Liban. Retour à l'actualité continentale, le barrage de la Renaissance, véritable pompe de discorde entre l'Égypte et l'Éthiopie, revient au devant de la scène, un dossier qui attise les tensions géopolitiques dans toute la région de l'Afrique de l'Est, au moment où le Premier ministre éthiopien, Ahmed Abiy, se dit prêt à reprendre les négociations. C'est un sujet signé Tinin Al-Makassi et Khadija Khadawi aux commentaires. Alors que la 4e phase de remplissage du barrage de la Renaissance s'est lancée en juin dernier, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé la volonté d'Addis Abeba de reprendre les pourparlers sur ce dossier avec l'Égypte et le Soudan. Une annonce faite lors de la 28e session ordinaire du Parlement éthiopien. Abiy Ahmed explique en outre que cette 4e étape s'étendra jusqu'en septembre prochain pour que les pays en aval, à savoir l'Égypte et le Soudan, ne soient pas lésés. Cette crise, connue aussi comme celle de la vallée du Nil, risque d'embraser la corne de l'Afrique. Selon bon nombre d'observateurs, à l'instar des deux autres zones hydro-conflictuelles, il y a tous les ingrédients pour une guerre de l'eau. La distribution de la ressource hydrique étant un des grands enjeux du XXIe siècle.
Depuis son inauguration en juillet 2020, le barrage de la Renaissance est au cœur des tensions entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. D'un côté, l'Éthiopie et le Soudan affirment leur souveraineté historique sur ces eaux, et de l'autre, l'Égypte s'inquiète des conséquences à court et à long terme de la construction du barrage. Par ailleurs, l'enjeu est aussi économique. Addis Abeba affirme que l'énergie hydroélectrique produite par ce barrage est vitale pour répondre aux besoins en énergie de ses 110 millions d'habitants. Et le Caire, qui depuis la volte-face du président du Conseil de souveraineté de transition du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, à l'occasion de la visite d'Abiy Ahmed à Khartoum en janvier dernier, semble être dos au mur alors que le pays dépend du Nil pour environ 97% de son irrigation et son eau potable. Conflit en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi quant à la contre-offensive menée par l'armée de son pays. Zelensky a affirmé que l'offensive n'est pas rapide, mais elle est toujours maintenue comme cela a été prévu initialement. En ce qui concerne la contre-attaque, nous attaquons. Nous avons maintenant l'initiative. L'offensive n'est pas rapide, c'est un fait. Mais néanmoins, nous avançons. Nous ne reculons pas, comme les Russes. C'est pourquoi j'y vois un point positif. Et le Kremlin affirme suivre de très près les entretiens entre le président Recep Tayyip Erdogan et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Moscou n'exclut pas un prochain contact entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, selon le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Nous serons intéressés de savoir de quoi M. Erdogan et M. Zelensky vont parler. C'est important. Vous savez que M. Erdogan a fait à plusieurs reprises de grands efforts pour résoudre divers problèmes dans le cadre du conflit en Ukraine et a joué un rôle de médiateur. Et ce rôle a été très apprécié par notre président. Quant au contact à venir entre Poutine et Erdogan, nous n'excluons pas qu'il puisse avoir lieu dans un avenir prévisible. Et avant le rendez-vous de Vénus en Lituanie, Kiev aspire à avoir plus de soutien à l'international, tout en critiquant l'absence d'unité au sein de l'Alliance Atlantique OTAN. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Dernière ligne droite avant le prochain sommet de l'OTAN qui se tiendra à Vilnius en Lituanie les 11 et 12 juillet. Zelensky mène une course contre la montre pour engranger les soutiens à l'international. Force est de constater que le président ukrainien reste insatisfait du soutien occidental à l'Ukraine à la veille du 500e jour du conflit ukrainien. En escale en Slovaquie avant d'aller en Turquie, Zelensky tape du poing pour exiger un geste en faveur de l'adhésion de l'Ukraine au traité nord-atlantique. Le fait que la question de la Suède ne soit pas encore résolue et que la question du signal d'invitation de l'Ukraine ne soit pas résolue, je pense qu'il n'y a pas assez d'unité dans ce domaine et c'est une menace pour la force de l'Alliance. C'est pourquoi nous attendons des résultats positifs ou au moins des étapes vers un résultat positif. C'est très important pour la sécurité du monde entier. Avant l'arrivée en Turquie de Zelensky, le président turc a déclaré que l'adhésion de la Suède est conditionnée à des engagements de la part de Stockholm concernant les partisans du Parti des travailleurs du Kurdistan résidant sur le sol suédois. Qu'attendre donc de la visite du président ukrainien en Turquie? Tout d'abord, le prolongement de l'accord céréalier qui permet à des millions de tonnes de blé ukrainien d'être exportés. L'accord dépend grandement d'Ankara. Zelensky espère aussi avoir le soutien de la Turquie pour l'adhésion de Kiev à l'OTAN, une adhésion qui pourrait provoquer l'ire de Moscou. En déplacement en Chine, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a été reçue par le Premier ministre chinois Li Qiang. La visite de la responsable américaine intervient quelques semaines après l'escale à Pékin du secrétaire d'État américain Antony Blinken et dans un contexte de relations tendues au niveau commercial entre les deux premières puissances mondiales.
Le contexte sino-américain est justement marqué par une autre conjoncture souterraine aux conséquences impitoyables sur le sort de l'industrie technologique mondiale. La guerre des semi-conducteurs que mène l'Occident contre Pékin atteint son apogée sur fond de restrictions de Washington et ses alliés d'une part et le clin d'œil aux leaders du secteur à Taïwan d'autre part. Kherdim Batash. Ah, les semi-conducteurs! Comment de minuscules puces peuvent-elles avoir autant de pouvoir? Un pouvoir duquel peut dépendre la souveraineté technologique des États. On dit d'eux qu'ils sont indispensables à l'industrie dite de pointe. Cette configuration amène aujourd'hui les pays leaders en matière d'industrie technologique à se disputer le leadership de ces puces, à commencer par les États-Unis et la Chine qui sont à couteau tiré. À la recherche d'une position plus hégémonique sur le marché, Washington attire vers elle fin 2022 le géant TSMC pour un investissement global à hauteur de 40 milliards de dollars dans une deuxième usine dans l'État de l'Arizona. Problème, TSMC est un leader taïwanais. Les manœuvres américaines sont perçues par Pékin comme une énième provocation sur le terrain géopolitique, mais également économique. La guerre des semi-conducteurs contre la Chine est déclarée. Les actions des États-Unis porteront non seulement atteinte aux droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises, mais nuiront également aux intérêts de nombreux pays et régions, entraveront les échanges scientifiques et technologiques mondiaux et la coopération économique et commerciale et finiront par se retourner contre eux-mêmes. En début de semaine, l'Union européenne annonce qu'elle va approfondir sa coopération avec le Japon sur les semi-conducteurs. Là aussi, choix stratégique ou pied de nez fait à Pékin, la question mérite d'être posée. Nous avons une stratégie en Chine que nous ne voulons pas découpler et nous l'avons dit très clairement. Nous voulons juste réduire les risques si nous voyons qu'il y a trop de risques, trop de dépendance avec une seule source. Nous voulons réduire ce risque et il couvre de nombreux aspects comme les matières premières critiques, certains minéraux mais aussi dans les semi-conducteurs. Donc oui, nous considérons tout cela dans notre stratégie de sécurité économique que nous avons annoncée il y a 2 semaines. En mars dernier, les Pays-Bas s'alignent sur les restrictions américaines en la matière et décident à leur tour de restreindre l'exportation de technologies de puces vers la Chine. Cette semaine, Pékin a réagi en critiquant la décision néerlandaise et riposte en annonçant qu'à partir du 3 juillet, les entreprises américaines n'auront plus le droit d'importer certains matériaux indispensables pour la production de semi-conducteurs. Sport avec la 15e édition des Jeux panarabes en Algérie, ce qui se poursuit avec des médailles en or et des distinctions pour l'Algérie dans différentes disciplines, notamment dans l'athlétisme et le judo, en attendant les autres épreuves dans cette compétition qui se poursuit jusqu'au 14 juillet prochain. Et pour en parler, nous avons avec nous en direct d'Oran Faisal Salah, l'envoyé spécial d'Al24 News. Bonsoir Faisal. Bonsoir Amine. Alors Faisal, la compétition bat son plein au stade Miloud Hatfi. Qu'en est-il de la moisson du jour pour les athlètes algériens, mais aussi arabes ? Amine, c'est le dernier jour de la compétition d'athlétisme ici au stade olympique Miloud Hatfi d'Oran. L'Algérie était leader au début de matinée après 3 jours de compétition avec 23 médailles et 10 médailles en or. Aujourd'hui, pour le moment, l'Algérie à l'instant n'a pas eu de médaille d'or. Elle a eu 4 médailles, 2 médailles en argent et 2 médailles en bronze. Les deux premières médailles étaient en 400 mètres et signé Lahlou Abdelmalek une médaille d'argent et Boukmouch Saber une médaille de bronze. En triple saut, Harkes Wissal a eu une médaille d'argent et sa compatriote Selmi Kauter a eu une médaille de bronze. Bourada, elle est leader pour le moment dans le classement du décathlon. Elle est en cours et vers on va dire une médaille d'or pour l'Algérie et peut-être il y aura une autre médaille d'argent pour l'Algérie dans la même discipline, mais le Bahreïn, pour le moment, il a pris le large. 2 médailles d'or encore pour cette journée pour le Bahreïn qui est, pour le moment, leader du tableau du classement d'athlétisme. J'espère que l'Algérie va se rattraper, surtout qu'on a un Triki Yasser. On l'espère tous. Merci beaucoup, Faisal Salah. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial. Une médaille d'or en longueur. Très bien. Merci beaucoup, Faisal Salah, pour ces détails. Vous êtes l'envoyé spécial d'Al24 News
à Oran pour la couverture de la 15e édition des Jeux Pan-Arabes. Voilà, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.